Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. À vous tous. C'est un sujet qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, je vais manipuler le dinar algérien et le taux de change. Donc, je vous demande de l'indulgence. Il y a beaucoup de chiffres, mais je vais essayer de les présenter de la manière la plus simple. Je prendrai des exemples très simples. Ensuite, je manipulerai des milliards de dollars, des milliards de dinars et des milliers de milliards de dinars. Et je dois commencer par ce qui se passe autour de nous. En Algérie, bon, la situation se détériore dangereusement avec la répression, avec les emprisonnements qui continuent. Je vais revenir sur ce sujet, Et il y a autour de nous. D'abord, il y a ce silence de certains ministres du gouvernement algérien, si tant est il existe un gouvernement algérien, pendant que des ministres français leur font subir des humiliations, ils sont dans le silence. Donc pour éviter de m'emporter, pour m'éviter d'être très excité là, je vais me fixer des barrières. Donc ce travail que je vais faire, je le fais à la mémoire de Hussein Aït Ahmed. Hussein qui a travaillé pour la patrie. Tel que nous le connaissons tous, ou du moins tel que je le connais. Il a focalisé énormément sur la démocratie et les droits de l'homme en Algérie. C'est immense. Il a focalisé sur la paix. Il a focalisé sur l'intégrité territoriale. Sans jamais oublier nos racines. Ok? Donc, je pense aussi à Lounas Matoub, qui est parti comme un grand. Peu d'Algériens peuvent dire que nous allons égaler Lounas Matoub sur 50 ans. Égaler Lounas Matoub, Hussein Aït Ahmed sur un siècle. Très peu d'Algériens, hein? Très peu d'Algériens. Étant donné que c'est un sujet économique, plus exactement monétaire, que je vais aborder, je pense à Dihya Louise, doctorante en économie à l'université de Béjaïa. Rappelée à Dieu, suite d'un mal qui ne pardonne pas en Algérie. Ailleurs, il peut pardonner. Le cancer du sein peut, ailleurs, dans certains pays du monde, le cancer du sein pardonne. Mais en Algérie, malheureusement, non. Donc à elle. Bien sûr, je pense à toutes ces personnes que j'aime. Je veux dire aussi à Kasselim et Ahmed Selman. Ce sont deux journalistes. Kasselim était éditorialiste au quotidien d'Oran à l'époque. Ahmed Selman était journaliste en Algérie, etc. Que je pense à eux, avec toute mon amitié, toute ma considération, tout mon respect. Je vais essayer d'être très simple dans les explications, mais c'est un sujet extrêmement complexe. Bien sûr, comme toujours, je mettrai à la disposition de tous ce document, sous forme de document ouvert. Donc, je vous signale qu'il y a beaucoup de chiffres. OK?
beaucoup de chiffres. Je vais revenir sur donc, ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe entre l'Algérie et le Sénégal, entre l'Algérie, le Mali et le Niger, entre ce qui s'est passé un petit peu rapidement au niveau de l'Union africaine, là, au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, je vais après, je préfère me concentrer. Je vais revenir sur les militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso et du Tchad, sur tout ça. Donc, d'emblée, à tous les dirigeants militaires qui acceptent, qui continuent d'accepter d'être massacrés par le franc CFA. Je vais aborder le dinar algérien, je vais faire un tout petit lien avec le franc CFA. J'en ai marre, je vous le dis comme ça, hein, j'en ai marre de travailler sur le franc CFA et de laisser le dinar algérien succomber. Donc, tout ce que je dirais sur le dinar algérien, vous pouvez l'appliquer. Vous pouvez l'appliquer à votre franc CFA. Ainsi, mes compatriotes du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la République centrafricaine, tous ces pays-là. À un degré moindre, les Tunisiens et les Marocains n'ont qu'à modifier une ou deux valeurs dans tous ces tableaux et ils verront dans quel massacre ils y sont. Aux militaires du Mali, du Niger, du Burkina Faso surtout, hein, surtout le Tchad, tous les militaires là. En particulier au général qui dirige le Mali. Je vous l'ai dit que vous avez perdu beaucoup de temps. Vous avez fait un coup d'État, ça c'est votre affaire. Mais dans la libération du peuple malien, vous avez perdu énormément de temps. Récemment, bon, le soi-disant président du Sénégal est venu vous rendre visite et apparemment son objectif qui était de vous ramener dans la CEDEAO a échoué. Donc il vous a envoyé un général. Le Sénégal vous a envoyé un général. Apparemment, c'est comme le cas en Algérie, c'est un général, du moins c'est un militaire qui se prend pour un général, qui est chef d'état-major, qui se prend pour le bon Dieu en Algérie. Okay? Donc il vous a envoyé un général sénégalais, il est venu vous voir au Mali, et il vous a donné un avertissement rouge. Okay? Et c'est valable pour tous les autres. Pour qui travaille ce général chef d'état-major de l'armée sénégalaise? Je l'ignore. Est-ce qu'il travaille pour Macron? Est-ce qu'il travaille pour les Américains? Je l'ignore. Mais ce qui est certain, il serait bien avisé de rester chez lui et de se taire. Ce général chef d'état-major de l'armée sénégalaise. Donc c'est clair que ni le président du Sénégal, ni son premier ministre n'entament pas dans la décision. Hein? Ok. Donc, je reviens maintenant. Je viens. Ce jour même, le 19 février 2025, il faut faire avec les moyens de bord. Hein? 19 février 2025, le franc CFA algérien. Hein? Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer d'une manière très simple ça. Hein? Bon, je peux me tromper, je peux faire des lapsus, mais je vais expliquer de la manière la plus simple parce qu'il y a des personnes que j'aime beaucoup qui doivent comprendre ça. Donc, aujourd'hui, ce jour, le 19 février 2025, le dinar vaut 0,21 francs CFA. Il vaut 0,0016 dollars américains. Il vaut 0,0015 euros. Donc, à la fin, du moins au milieu, je vais traiter cette différence-là entre 0,0016 et 0,015. Il y a un 10 millième. Hein.
C'est-à-dire, ce n'est pas un dixième, ce n'est pas un centième, ce n'est pas un millième, c'est un dix millième. 1 sur 10 000. C'est la différence. Ben, on appelle, on va dire, cette différence, hein, on va l'appeler comme ça. Plus exactement, on appelle un écart de taux de change. Et en anglais, on l'appelle le spread. En anglais, on l'appelle le spread. Donc, c'est le 1/10 millième là que je vais traiter, mais je vais manipuler des chiffres assez gros hein, concernant l'Algérie. Donc, ça, au niveau de la Banque d'Algérie, ça, aujourd'hui, hein, la Banque d'Algérie, le dinar vaut 0,0074 dollars. Et le dollar américain vaut 134,7364 dinars algériens. Pour l'euro, le dinar algérien vaut 0,0071 euros et l'euro vaut 140,8737. Il est très important, hein, ici vous voyez 4 décimales. 4 décimales. Moi, après, je suis obligé de manipuler 6 décimales pour faire apparaître des milliards, des dizaines de milliards de dinars. Hein. Ici, vous voyez bien là, 140 à 140 ici, il y a cet écart de 87,37. Par contre, entre le dollar ici, à la Banque d'Algérie et un taux de change que j'ai calculé, personnellement, un taux de change, on appelle ça un taux de change croisé. J'ai déterminé la valeur du dinar en fonction de la valeur du franc CFA et du dollar par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Hein. Donc, il y a cet écart, ce sont ceux. Donc, je prends un exemple très simple, un exemple basique. Je suis au Canada, d'accord? J'offre un cadeau qui coûte $1 canadien, $1 canadien à la personne que j'aime. Un cadeau qui vaut $1 canadien. Très bien. Si le dollar canadien vaut $1 US et si le dollar canadien vaut 1 euro, que j'achète ce cadeau au Canada, aux États-Unis ou dans la zone euro, il aura toujours la même valeur. Ce cadeau aura toujours la même valeur. Quand est-ce que cette valeur changera? Quand je la convertis ici. Si je la convertis en fonction de la Banque d'Algérie, par rapport au dollar, je dois payer, ce cadeau vaut 134 dinars,7364. Mais si je convertis ce dollar en dinars algériens, il vaudra 140,87. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, 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 hop. Voilà. Donc, si je le convertis en euros, ce cadeau de $1 vaudra 140,8737. D'accord? C'est un peu... quand on manipule beaucoup de chiffres, moi-même, je me perds. Hein? Je me perds, mais je fais très attention. Bon, pour faire ce travail, ça m'a pris quelques jours, là. Hein? On va passer à une manière encore plus terre-à-terre. Récemment, dans la folie qui caractérise l'état-major de l'armée algérienne, est celui qui se prend pour le président de la République. Dans la folie qui les caractérise, plus les ordres de la Banque mondiale et du FMI, parce qu'actuellement, en termes de décisions économiques, financières et monétaires,
vient de Washington. Ok? Tout vient de Washington. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'avais voulu anticiper sur ce qui vous attend dans la santé publique, dans l'éducation, dans l'ouverture du capital des banques publiques au privé, etc. Hein? Donc, en termes de politique économique, budgétaire non, financière et monétaire, tout vient de la Banque mondiale. Donc, dans la folie qui caractérise l'état-major de l'armée algérienne et celui qui se prend pour la présidente de la République, il a été décidé l'octroi d'une allocation, l'augmentation de l'allocation touristique pour les Algériens qui souhaitent aller passer quelques jours à l'étranger. Suis-je contre l'allocation touristique ou bien le séjour des Algériens à l'étranger pour changer d'air, etc. Je vous laisse le soin de l'imaginer. Ok? Maintenant, est-ce que les moyens financiers et les réserves internationales de l'Algérie le permettent? Répondez à ma place à cette question. D'accord? Donc, à travers cet exemple, je prends une famille de 6 personnes. L'homme, la femme et 4 enfants. D'accord? 6. Ils décident de prendre pour cette année, pour 2025, ils prendront leurs allocations touristiques et aller en Tunisie. Je suppose que l'allocation touristique, apparemment, elle est de 750 €. Je vais garder 750 €. Ils sont 6. Ils partent en Tunisie. 6 fois 750, ça fait 1500, 3000, 4500 € pour les 6 personnes. 4500 € pour les 6 personnes. Multiplié par ce taux de change, vous avez ce que vous avez. Multiplié par un taux de change parallèle, vous avez le montant en dinars que vous allez trouver. Donc, 6 personnes prendront 4500 € et partiront en Tunisie. Ils traversent la frontière là, c'est celle qui débouche sur Tabarka, Ain-Draham. La frontière algéro-tunisienne, ils traversent Ain-Draham, ils atterrissent sur Tabarka avec 4500 €. L'homme ou la femme décide de passer une nuit à l'hôtel, dans une auberge, une nuit. Ils mangent bien, ils font ils vont faire ce qu'ils veulent là-bas pour une nuit. Le lendemain, ils rentrent en Algérie. On va supposer qu'ils vont, on va exagérer, hein? Ils dépenseront 1000 €. Alors qu'en prenant du pain, du fromage, de la limonade d'Algérie, etc., c'est très, ils dépenseront moins. Donc, ils resteront à cette famille 3500 €. Ils les dépensent dans une banque étrangère, que ce soit en Tunisie ou bien en Algérie, avec un taux d'intérêt de 5%. Très bien. Ils vont faire ça pendant 4 années. 4 années. Au bout, ils peuvent aller acheter une nouvelle voiture, une voiture neuve, en France, ou en Allemagne, ou en Espagne, ou en Italie. D'accord? Donc, à travers cette allocation touristique, je peux déduire que le marché de la voiture neuve sera relancé en Algérie. J'arrête sur ça maintenant. Ça, l'allocation touristique. Le deuxième situation. Vous avez 3500 €
que vous allez échanger à la banque à ce taux, à 140, 87,37. Ok? On suppose maintenant que dans 2 mois, 3 mois, ils annoncent une dévaluation du dinar. C'est-à-dire l'euro va valoir 170 dinars. Donc, cette famille-là, elle va gagner au change, comme on dit. Elle va gagner au change. Elle va gagner au change. Mais où mène tout ça là? Il mène au franc CFA. C'est-à-dire la dévaluation du dinar va rejoindre le franc CFA. Donc, à tous ces imbéciles qui parlent des avantages de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale africaine, je vous défie de réagir à mes propos. S'il y a un avantage, un seul avantage dans l'adhésion de l'Algérie à la ZLECAf, ok? On vous le dit que vous n'avez aucun pouvoir sur la décision de politique économique, financière et monétaire. Tout vient de Washington. D'accord. L'autre exemple. Le marché de la contrebande en Algérie est le marché du crime organisé, du crime transnational organisé. Il bat son plein. Il est visible dans ce qui est importé de Chine. Il est invisible dans les stupéfiants, dans la circulation des stupéfiants en Algérie et les cartels que j'ai signalés il y a assez longtemps. Les cartels se sont constitués en Algérie. Hein. Donc, que la drogue de Colombie, du Mexique, du Brésil arrive en Algérie par le Nigeria et les pays du Sahel, ça c'est banal, ça, c'est une banalité. Donc, il y a un phénomène de blanchiment d'argent. Je l'ai traité avec le GAFI, le FETF. Bref. L'autre cas maintenant. Je vais aller maintenant. Je vais toucher à la limonade, le pain, etc. Le gazeuse, le khobz, zitouzmour. Je vais les manipuler bien. Le crime organisé en Algérie, est-ce qu'il peut être évité? Non. Est-ce que l'État algérien, dans son état actuel, peut lutter contre le crime organisé? Non, il l'alimente. Est-ce que les Européens peuvent nous aider dans la lutte contre le crime transnational? Non, ça les arrange. Ça les arrange. Le premier bénéfice qu'il tire, il affaiblit l'État algérien. Ça, c'est le premier bénéfice. Hein? Est-ce que le crime organisé est propre à l'Algérie? Non. Quand j'étais en Norvège, les premiers paquets de cigarettes que j'ai achetés dans les magasins norvégiens. Coûtait à peu près l'équivalent de 17 à 18 dollars canadiens en krone. C'était l'équivalent de 17-18 dollars canadiens. Des réfugiés syriens m'ont branché avec des contrebandiers du tabac Marlboro que j'achetais à 5 dollars. 5 krones norvégiennes, en disant 5 dollars pour simplifier, l'équivalent de 5 dollars. Oh, j'étais soulagé là, je fumais des Marlboro à 5 dollars. C'était, alors qu'au Canada, il coûte 18 dollars. 18 dollars. Le trafic du tabac algérien à Montréal, il bat son plein. Hein? Il bat son plein. Il est très juteux. Donc, des Syriens m'ont branché avec, apparemment, avec un autre Syrien qui était apparemment bien chef, Ada Sherif, notre frère d'Algérie, etc. Dokhan. Tabac, Marlboro, j'ai acheté. C'est du tabac qu'il ramenait de Suède. D'Oslo à Göteborg, ou bien à la frontière suédoise,
les premiers magasins de la Suez, c'est 2 heures de temps à peu près. Hein? 2 heures de temps. 2 heures de temps, donc il ramenait de là-bas. Du tabac, c'est bien. Pour moi, j'étais intéressé par le tabac. Mais les Norvégiens faisaient leur marché hebdomadaire en Suède. Leur patata, pommes de terre, oignons, bananes, je ne sais pas quoi, là, leur jus, ils le faisaient en Suède. Parce que c'était moins cher en Suède. Ouais. Donc la contrebande n'est pas le propre de l'Algérie. Hein. C'est un crime organisé, transnational, organisé, qui touche la drogue, le tabac, les diamants, les aliments en voie de distinction, etc. etc. Pour quelque chose de très simple qui s'est passé à Alger et à Addis Abeba. Celui qui se prend pour le président de la République a donné $1 million, a fait un don de $1 million à un machin de l'Union africaine. L'Union africaine est elle-même un machin. Bon. Être élu à l'Union africaine, pouf. Ah ben, il faut voir ce que j'ai dit au président de la Commission africaine à 4 ou 5 reprises, hein, Mohamed Moussa, le Tchadien. Celui-là, c'est le nouveau là qui est de Djibouti. Un Djiboutien, on dit comme ça? De Djibouti. Ah, il faut jeter un coup d'œil sur Djibouti et vous allez voir comment on manœuvre là. Comment on manœuvre. Comparer Djibouti à l'Algérie, d'un point de vue politique, Djibouti est plus loin que nous. Donc celui qui se prend pour le président de la République en Algérie a donné $1 million. C'est comme si c'était une taverne, l'Union africaine. $1 million US. Premier cas de figure. À Alger, dans les coffres de la Banque centrale, il y a $1 million US qui est disponible. Et ils ordonneront à un pilote et à un agent de bureau de prendre $1 million dans une valise, dans un sac, dans un sachet, dans un panier. $1 million en coupure de $100, ils prennent à Addis Abeba. Voici, ça c'est de l'argent. Bon, on ne demande ni documents, ni rien, ni rien. $1 million pour l'Union africaine, Sadaqa, aumône, charité de la part de l'État algérien. Ils le prennent dans un avion. $1 million. 2 fois rien. Dans le cas où il y a ce $1 million n'est pas disponible à Alger. Il est disponible dans un compte de l'État algérien à l'étranger. J'ignore où. Américaine, aux USA, en France, en Angleterre, en Suisse, etc. Ils en donnent, il y a du dollar US. Ils prennent le dollar US, ils l'envoient par un chèque, par un transfert, un SWIFT, à l'Union africaine, ou bien ils font un transfert à l'Union africaine dans un compte qu'elle détient en Suisse, comme ça ils peuvent se le partager entre eux. Je ne suis pas mauvaise langue, ça se passe comme ça. Okay? $1 million, ils se le partagent. Maintenant, il n'y a pas de $2 millions. L'Algérie a 1 200 000 € de disponibles. L'Algérie a 1 200 000 € de disponibles. Si $1 US vaut 1,2 €, donc ces 1 200 000 € seront l'équivalent du $1 million, donc ils peuvent être transférés. D'accord? Maintenant, si $1 égale 0,80 €, donc $1 million, ça donne 800 000 €. Donc il manque 200 000 € pour satisfaire l'engagement de l'Algérie. Donc l'Algérie, elle va les emprunter, elle va gérer ses positions courtes ou longues, peu importe. Ou bien elle demandera à l'Union africaine, cette fois-ci, on vous fait un virement de 800 000 €, la prochaine fois, on va vous rallonger par 200 000 €. Voilà. Donc, en l'espace de 2 minutes,
de 2 minutes, le temps de parler, le million de dollars peut varier de 800 000 euros à 1 200 000 euros. Ok? Donc, ce sont ces fluctuations que je vais manipuler. Ça, donc, je vais... Donc, voici le topo d'où est-ce que je veux en venir. C'est cette manipulation du dinar, de l'euro, du dollar, du franc CFA, etc. que je vais aborder. J'ai pris l'exemple du cadeau à une personne, à la femme que tu aimes. Prenez l'exemple d'un cadeau pour la femme que vous aimez, pour votre maman, etc. etc. Un exemple au niveau international, etc. Tenons. Pour le dirigeant, le général dirigeant du Mali, je vous le répète, vous prenez ces chiffres, vous mettez votre franc CFA, vous mettez les produits que vous voulez, demandez à ceux qui vous entourent de le faire. Mais un coup d'État dans votre pays, un coup d'État, mais un coup d'État, c'est au général de Goïta. Un coup d'État dans votre pays est probable. Quand je vous dis probable, ça veut dire qu'il est certain. Okay? Vous pouvez l'éviter si vous cédez à tous les ordres que vous recevez. Ça, vous allez céder. Le cas du général Tiani du Niger. Vous aussi, vous êtes dans l'eau chaude. Vous aussi, vous êtes dans l'eau chaude. Il y a un certain gazoduc entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Prenez-vous les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ben, si vous voulez prendre les Nigériens pour des canards sauvages, vous êtes libre à vous. Ce sont vos sujets. Si le dirigeant du Nigeria, Tinubu, veut prendre les Nigérians pour des canards sauvages, c'est son affaire. Mais moi, tous les Africains sont mes frères. Donc, un gazoduc entre le Nigeria, qui va traverser le Nigeria, le Niger et l'Algérie, a été signé. Incroyable. Incroyable. 3 États, en état de faillite générale, arrivent à signer un accord sur un projet aussi grandiose. Un gazoduc qui va traverser tout ce pays avec tous les dangers qu'il y a dans les 3 pays. Ok? 3 États en état de faillite arrivent rapidement, comme ça, du jour au lendemain, à signer un contrat pour la réalisation d'un gazoduc, je vais dire, continental. Quels sont ces pharaons? Quels sont ces boss qui vous ordonnent ce genre de contrat? Suis-je pour un tel gazoduc en Algérie? Non. Je serai contre. Aussi longtemps que la gestion de Medgaz ne sera pas transparente. Ok? Est-ce que l'Algérie peut contrôler quel est le volume du gaz ou du pétrole que vous envoyez dans vos tuyaux, là? Il y a tout un problème. Il y a un problème de corruption, ça c'est la première. Il y a un deuxième problème. La non-maîtrise de la gestion de ce projet internationaux. 3e problème, c'est le problème de free riding. Okay. Le 4e problème, je suis en plein dedans. Les taux de change. Oh. Naira du Nigeria d'un côté, le franc CFA, le dinar algérien d'un autre, et en face, il y a le dollar, l'euro, le rouble, le yuan. Okay. Prenez
On est les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ou quoi, là? Au lieu de réaliser ce gazoduc-là, il vaut mieux travailler pour le développement. Et ça fait longtemps. Moi, c'est en 2014 que je raconte, que je ressasse ça. Hein? Ok. Chers compatriotes, maintenant, j'espère que vous allez voir un petit peu là. Et comment ça, Vantage, je vais démarrer maintenant. Non, je préfère arrêter, redémarrer cette machine parce que elle risque de me faire de mauvaises surprises. Donc, je préfère arrêter et reprendre après. Donc, je continue. Donc, 3 États. Le Nigeria, le Niger et l'Algérie ont signé un contrat pour la réalisation d'un gazoduc. Pour moins que ça, des chefs d'État se rencontrent, des sommets sont organisés, de la publicité extraordinaire est allumée autour de ça, alors que pour moins que ça, pour un gazoduc aussi gros que celui du Nigeria-Algérie, rien n'a été fait. Aucune visite d'un soi-disant dirigeant d'État vers un autre, aucun sommet à trois, rien. Pour aller en Éthiopie à Addis Abeba, combien? C'était 40 jours et 40 nuits de bruit dans les médias, là. Hein? Pour un truc comme ça, là. Donc, je reviens maintenant, je passe à quelque chose de plus efficace. Hein? Du moins, plus efficace. Pour les compatriotes d'Algérie, donc dans un baril de pétrole, il y a 7,35 barils par tonne de pétrole. Quand on dit qu'on produit un baril par jour, pendant 365 jours, ça veut dire pour une année, cela signifie qu'on produit 49,66 tonnes de pétrole, tonnes équivalent pétrole par année, quand vous produisez un baril par jour. Hein, un baril par jour. Quand vous produisez 1 million de barils par jour, il faudra multiplier 49,66 par 1 million, vous allez trouver la production par année. Donc, dans un baril de pétrole, il y a 159 litres. En dollars US, un baril de pétrole coûte, en moyenne, hein, c'est un prix moyen officiel hein, que j'ai récupéré sur le web. Donc, un baril de pétrole coûte 74 dollars, 5. Donc, 1 litre de pétrole coûte 0,4686 dollars. En Algérie, hein, le pétrole algérien, du moins, d'après ce prix moyen du baril de pétrole, 1 litre de pétrole coûte 0,4686 dollars. Hein, c'est 1 litre de pétrole. Hein. On va dire 0,50 dollars, hein, 50 cents. Hein, 50 cents. C'est-à-dire un demi-dollar à peu près. Hein. Et avec un taux de change de 134,49 dinars par dollar américain, ça veut dire que le litre de pétrole coûte 63,0158. Il coûte 63,0158 dinars. D'après ces chiffres, 1 litre de pétrole coûte 63,0158 dinars. L'absence d'habitude, parce que ce sont les chiffres américains qui sont manipulés, ce sont les unités anglo-saxonnes que vous manipulez en Algérie, ce sont ces unités que je manipule moi-même. Mais quand on les ramène en dinars algériens, il y a un sentiment de bizarrerie, il y a un sentiment de malaise peut-être. Oui, si
si dans un baril il y a 159 litres, si un baril coûte 74,5 $, et si le taux de change était à 134,49 dinars, ça veut dire que le prix du litre de pétrole en dinars algériens coûte 63,0158. Hein. J'ai dit que j'utilise 4 chiffres après la décimale parce que sur les marchés monétaires internationaux, on utilise 4 chiffres après la décimale et après je serai obligé d'utiliser 6 chiffres après la décimale parce que quand on manipule des milliards, des trillions de dinars, les pions on le voit. Maintenant, on descend ici, là, juste derrière moi, là. Moi, je lis dans ma feuille. J'ai une feuille en face de moi. Donc, limonade Hamoud Boualam. Pour 1 litre. Je suppose qu'elle coûte 65 dinars le litre. 65 dinars le litre de limonade Hamoud Boualam. Je sais qu'il y a des bouteilles de 2 litres. J'ai vu le prix sur le web comme ça. Il varie entre 110 et 140 dinars la bouteille de 2 litres. Donc, j'ai l'habitude d'acheter du Hamoud Boualam ici à Montréal. Hein. D'ailleurs, je vais utiliser le tarif. Donc, la bouteille de limonade coûte 65 dinars. Du moins, le litre de la limonade Hamoud Boualam Selecto. Somptueuse limonade. Tous mes amis canadiens qui l'ont découverte ont adoré ça. Hein. Ils ont vraiment adoré ça. Hein. Donc, quand on prend le prix du baril de pétrole, le prix du litre de pétrole algérien qui est de 63 dinars,0158, quand on prend le litre de Hamoud Boualam qui coûte 65 dinars, donc avec 1 litre de Hamoud Boualam, avec 1 litre de la limonade Selecto Hamoud Boualam, on achète 1,03 litres de pétrole. C'est ce qu'on appelle un prix relatif. Ok? Le prix monétaire n'a aucun sens, presque. Ce sont les prix relatifs qui sont les plus importants. Donc, une bouteille de limonade, 1 litre de limonade Hamoud Boualam, c'est l'équivalent d'une bouteille d'un litre,03 pétrole. On va prendre maintenant l'eau naturelle. Amen. Il y a un problème d'eau gigantesque en Algérie. Je suppose que 1 litre d'eau naturelle, peu importe la marque, hein, Ifril, Lardija, Ben Haroun, Mouzaya, quelque chose comme ça, là, hein, peu importe la marque. Je suppose qu'elle coûte, le litre d'eau naturelle coûte 40 dinars. Donc, quand on compare ces 40 dinars à ces 63,0158, on trouve 0,63. C'est-à-dire, 1 litre d'eau naturelle nous donne moins qu'1 litre de pétrole algérien. Donc, j'ai pris la limonade Selecto de Hamoud Boualam, l'eau naturelle. Maintenant, le pain, une baguette. Le pain que nous mangeons. Je suppose qu'en Algérie, la baguette de pain coûte 15 dinars. Je suppose qu'elle coûte 15 dinars. Donc, elle nous donne, c'est l'équivalent de 0,24 litres de pétrole. 0,24, hein, parce que 60 dinars, si le prix du pétrole si le litre de pétrole coûtait 70 dinars en Algérie, la moitié c'est 30, la moitié de 30 c'est-à-dire c'est 15 et c'est le quart de 60. Donc ici, c'est le quart, c'est-à-dire c'est 0,25. Donc, puisqu'il y a des différences ici, 63, etc., donc une baguette de pain vaut 0,24 barils de 0,24 litres de pétrole. Vous pouvez inverser. J'inverse, hein? Je vais l'inverser immédiatement en face de vous.
égale voilà, je l'ai inversé. C'est-à-dire, avec 1 litre de pétrole, on achète 0,96 litres de Hamoud Boualem, sélecteur Hamoud Boualem. Avec 1 litre de pétrole, donc on achète moins d'1 litre de limonade Selecto. Avec 1 litre de pétrole, on peut acheter 1,58, 1,57 bouteilles d'eau naturelle. 1,5 bouteilles, c'est-à-dire, c'est à peu près une bouteille, 1,5 litre. C'est un peu plus d'1,5 bouteille. Avec 63 dinars, on peut acheter combien? On peut acheter 4,20 pains. Avec 1 litre de pétrole, on achète 1 litre de pétrole, 4 pains. Enfin, êtes-vous à l'aise avec ces chiffres? 1 litre de pétrole, c'est presque 1 litre de Selecto. 1 litre de pétrole, c'est 4,20 pains. On va dire 4 pains. Est-ce que c'est normal? Est-il normal? Est-il censé? Est-il raisonnable d'avoir une bouteille 4 pains, qu'il faudra donner 4 pains pour avoir 1 litre de pétrole, et il faudra donner un litre de Selecto pour avoir 1 litre de pétrole. Ce que ça vous laisse raisonner, je vous laisse apprécier. Hein. C'est choquant, hein. C'est choquant, hein. Du moins, pour moi, c'est pas choquant. C'est naturel, c'est un calcul qu'il faut faire, et dans ce calcul. Maintenant, il y a le problème du moins, il y a une question, l'huile d'olive de Kabylie. Ah, ça me permettra, l'huile d'olive de Kabylie me permettra de décontracter, de souffler un petit peu et d'être plus à l'aise. Aux dernières nouvelles, 1 litre d'huile d'olive de Kabylie coûte 1200 dinars. Tant pis. Pour ça, c'est 1200 dinars, c'est dans la région de Boujlil. Tant pis pour la région de Wagnoun. Ils ont très peu d'oliviers. Non, qu'à partir à Boujlil, on a acheté. Au Canada, 1200 dinars. 1 litre d'huile d'olive, 1200 dinars. 1 litre d'huile d'olive, c'est presque 20 litres de pétrole. 19,04. 1200 dinars à 60 dinars, c'est 60 fois. 1200 dinars c'est 20 fois, pardon. 1200 dinars à 60 dinars à peu près, c'est 20 fois. Donc 1200 dinars à 63, comparé à 63,0158, c'est 19,04 litres d'huile d'olive. Dieu merci. L'huile d'olive est plus chère que le pétrole. L'huile d'olive est plus chère que le pétrole. Ça doit vous faire travailler là. Hein?
pour être dans le même niveau de prix que la limonade Selecto à Montréal, le litre d'huile d'olive de Kabylie doit coûter aux environs de 1880 dinars. Pour être au même niveau, pour ramener l'huile d'olive au niveau du prix de la limonade, au niveau, hein, pas à l'égalité, hein, au niveau des prix. Hein. Le prix de l'huile d'olive à Montréal doit coûter 1880 dinars à peu près. La dernière huile d'olive de Kabylie que j'ai achetée, je dois l'avoir payée à 14 $. Hein. 14 $ le litre de Kabylie. 14 $. Donc avec ce taux de change, là, il faudra 14 $ multiplié par 134, vous allez trouver un chiffre. Hein. Donc actuellement, le prix de l'huile d'olive de Kabylie à Montréal est bas. Il est bas. Je ne dis pas qu'il n'est pas cher ou qu'il est trop cher. Non. Qu'il est bas par rapport à la limonade, par rapport au pain, par rapport à l'eau naturelle. Il est bas. Donc, ayant des amis à Boujlil, Bouhou, Nassar, Bouhou, l'autre Bouhou, là, donc, augmenter le prix de l'huile d'olive. Il est encore, comparé à la limonade, l'huile d'olive, le prix de l'huile d'olive est bas par rapport à celui de la limonade, par rapport à celui du pain. Augmentez-le. Ah, sauf quand je viendrai, et oh, bon, Nasser, je demanderai à Anne-Louisa un peu d'huile vierge, pour moi, et pour la personne qui sera avec moi. Ok. Donc, j'ai parlé des prix relatifs, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est la théorie de David Ricardo, les avantages comparatifs. Donc, pour consommer 1 litre de limonade Ahmoud Boualem, un Algérien doit donner 1,03 litres de pétrole, 0,63 litres, 0,63 litres pour 1 litre d'eau naturelle et 0,24 litres de pétrole pour un pain. Est-ce que, etc. Donc, ça, je le brancherai. Voilà. À Montréal, à peu près, bon, on peut dire que la limonade, on peut, de l'un dans l'autre, on se situe. Mais trouver du pain, trouver 1 litre d'eau à 0,29 $ et une baguette de pain à 0,111, une baguette de pain à 0,1115 $ relève de l'impossible dans tout le Canada. Ok, d'accord? Donc, le prix de l'huile d'olive, du tabac algérien à Montréal, montre le caractère mafieux du commerce international en Algérie. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Donc ici, pour être dans le même niveau de prix, le litre d'huile de Kabylie doit coûter 1880 dinars en Algérie. C'est-à-dire quand on prend le prix de la limonade à Montréal et on applique la même logique au prix de l'huile d'olive à Montréal,
Donc en Algérie, l'huile d'olive doit coûter 1880 dinars le litre. D'accord? C'est pour cette raison que vous voyez que les propriétaires, les propriétaires des huileries, surtout maintenant électriques, celles importées d'Italie, deviennent très riches rapidement. Parce que ils savent que c'est la richesse, comme l'a dit David Ricardo, elle est dans la terre. Ok? Parlons de l'huile d'olive maintenant. Pourquoi son prix doit augmenter en Algérie? Le prix, je défends l'augmentation du prix de l'huile d'olive en Algérie. C'est-à-dire, j'accélère l'inflation en Algérie. Tant pis. Pas maintenant. Des contractions. Il y a assez longtemps, là, très longtemps, quand j'avais 10 ans, 11 ans, mon père, paix à son âme, m'a demandé de l'accompagner dans notre champ, à Tarzan. C'était au mois d'août, fin juillet, début août, pour irriguer nos oliviers. Nous avons quelques oliviers, de rien du tout là. J'étais l'aîné. Eh oui, l'aîné, être l'aîné dans une famille a des avantages, il a des inconvénients. Les avantages, toutes les corvées tombent sur moi. Et les inconvénients, toutes les corvées tombent sur moi. Les avantages, je suis aimé à Bougelba. Ah, j'étais un petit dieu à la maison. On m'aimait beaucoup. Mais nous étions pauvres, hein. Je n'avais pas de Mercedes ou quoi que ce soit là. Mais j'étais aimé. Donc mon père m'a demandé de l'accompagner. Je l'ai accompagné pour irriguer nos oliviers. C'était à la fin juillet, début août. C'est la période d'irrigation à Tarzan. Alors que moi, c'est le ballon là. Il faut que je joue au ballon avec mes camarades. Ah, donc j'étais triste, etc. J'étais triste, j'étais dégoûté. J'ai dit à ma mère, ah, c'est pas possible, dis-lui, on va faire ça la semaine prochaine. Ah, mais ça ne marche pas. Bon. Au retour, ah non. Voilà. Au retour de Tarzan vers Boujdil, cours de route. J'avais 10 ans, 11 ans. Papa, Baba, il nous connaît un zizazmour, un zizarbouedek. Je lui ai dit, si on vendait tous ces gens-là, ça va me permettre de jouer au ballon à l'aise. On aura de l'argent pour une période. Et je vais jouer au ballon, etc. Je vous assure qu'il ne m'a pas adressé un mot sur probablement 2 jours. Sur 2 jours. Je l'ai choqué. Papa, j'étais enfant, j'avais 10, 11 ans maximum. Et si on vendait? Les années passant, etc. J'ai continué à faire de l'irrigation, hein, etc., etc. Le temps passant, etc. Il passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Nous avons gardé notre lot de terrain. Nous ne l'avons pas vendu. Et nous avons planté des oliviers dessus. Hein. J'en ai déjà parlé. C'est ma mère qui m'a donné l'ordre. Je suis l'aîné, démerde-toi, débrouille-toi pour planter des oliviers. Donc maintenant, avec le recul, avec tout le temps, je peux calculer le taux d'intérêt, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas là pour calculer, je ne suis pas là pour faire un calcul d'épicier sur les taux d'intérêt, etc., etc. Oui, avec les récoltes alternées d'huile d'olive que nous avons, à Taouza, dans toute la région, là, parce que les saisons, c'est-à-dire tu dois travailler tout le temps, tu ne récolteras que la production ne sera qu'alternée. Donc là maintenant, on est peinard, c'est-à-dire ma famille en Algérie, ma famille à Bougil, dans la région, maintenant ma nouvelle famille de Ouagnoul, plus les oncles, les cousins, etc., bon, ils vont s'entraider, donc aucun ne manquera d'huile d'olive. Donc, faut-il investir dans le pétrole ou dans l'huile d'olive?
tous ces éléments maintenant, là, hein, tous ces éléments. Tous ces éléments. Ah, je vous raconte une anecdote. La dernière fois que j'ai eu ma mère au téléphone, il m'a je t'adore. Elle m'a raconté la récolte de l'huile d'olive, etc., ce qu'elle faisait avec mes frères, ses petits-enfants, etc. Attends, elle m'a dit, moi je passais les voir, je passais chez eux, pendant qu'ils faisaient la cueillette des olives, que je les surveillais. Il m'a, pourquoi tu les surveilles? J'ai peur qu'ils ne tombent. Qu'ils tombent. J'ai peur qu'ils tombent des oliviers relativement hauts, là. Ils vont se casser les bassins, la colonne vertébrale. Je surveillais les chutes et que je m'occupais des enfants. Je m'occupais des enfants. Je m'installais par terre. Elle s'asseyait à même la terre. À même la terre. Donc, voilà, maman, ça c'est pour le truc. C'est un peu long, hein? C'est un peu long, mais elle encore du dur. Tout ce que je viens de dire là, il faut le mettre dans le cadre de la renégociation de l'accord Algérie-Union européenne. Actuellement, il est en renégociation. Il faut le mettre là, hein? Tous ces prix là, les prix, les quantités, je me suis donné cette peine pour Hussein, pour Lounas, pour Dielouis, pour les personnes que j'aime, etc. Ah, mais il faudra le mettre dans le contexte politique. Hein. Dans le cadre de la négociation de l'accord avec l'Union européenne. Hein. Donc, il faudra voir la compétence des négociateurs, leur maîtrise du droit international et du fonctionnement des marchés monétaires, les vulnérabilités nationales, algériennes, la dépendance à l'importation, hein, et le niveau de leur patriotisme. Ce sont des patriotes qui vont... Est-ce que leur patriotisme leur permettra de négocier? Ben, est-ce qu'il servira? Et ensuite, quelles sont les forces politiques qui sont derrière eux pour les aider? Les négociateurs, quand ils partent, ou bien quand ils partiront à Bruxelles ou à Tataouine-les-Bains pour négocier, il faut qu'il y ait une force politique derrière là. Si la force politique et militaire qui est derrière est loin d'être patriotique, il faut s'attendre au désastre. Maintenant que j'ai dit ça, avant de démontrer encore ce désastre, il est impératif que l'état-major de l'armée algérienne parte. Il est impératif que l'actuel état-major de l'armée algérienne parte. Qu'il doit être renouvelé. Une fois renouvelé, il soit renouvelé par des généraux, s'il y a des généraux patriotes. Ils doivent les chasser là. Hein. Il y en a marre maintenant. Hein. Il y en a marre. Acheter des avions Su-57 là, vous êtes fous. C'est de la folie. Signé. En attendant ce que vous allez acheter. Je veux être modéré dans mon propos. Dire que l'actuel chef d'état-major doit être chassé. Pas mis en prison ou quoi que ce soit là. Non, 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 non. Cette histoire-là, non, non, non. Il faut apaiser le brasier algérien. Je veux modérer, mais c'est pas possible. C'est tout l'état-major qui doit partir. Et une fois cet état-major renouvelé, intégralement renouvelé, une élection présidentielle sera organisée et rapidement. Donc, une fois cette l'organisation de cette élection présidentielle décidée, il y aura des candidats. Il n'y a plus de conditions là, de 500 voix, 7000 voix, résidence en Algérie, résidence machin, citoyenneté. Fichez-nous la paix avec ces salades-là. Fichez-nous la paix avec ces salades-là. Si je suis élu président de la République, je vais dissoudre une fois pour toutes l'Assemblée et le Sénat. Ils ne voteront plus jamais de loi. Regardez-moi ce qu'elles nous ont mené, ces lois-là.
Ok? Le Sénat et l'Assemblée disparaîtront pendant au moins 2 années. Si je suis élu président de la République, je vais gérer par ordonnance présidentielle. Mais j'arrive à la Banque centrale. La Banque centrale, c'est un autre gros problème. Là. Tous les détenus seront libérés. Et je jure devant Dieu que je redonnerai l'intégralité des libertés politiques pour tous les Algériens. Fais ce que tu veux. Porte atteinte à la sécurité de l'État, fais-le. Fais-le. Tu veux défendre l'intégrité du territoire algérien, fais-le. Tu veux défendre une autre option politique, défends-la. Mais nous allons donner la liberté aux Algériens de manifester. De manifester pour ou contre une idée, de manifester pour ou contre, par exemple, Emmanuel Macron. Il y en a marre, là. Il y en a marre. Oui, ça. En tout cas, l'Assemblée et les sénateurs, là, c'est la catastrophe. Maintenant que j'ai dit ça, en détail, il est là. Hein. Je passe à... Ici, ce sont les hypothèses de travail que j'ai rappelées. Hein. Ici, c'est des calculs basiques, hein, très ordinaires. Ici, actuellement, le taux de change, c'est celui-là. Un dinar algérien égale 0,00735 dollars américains. Donc un dinar algérien égale 0,00735 dollars américains. Maintenant, je le surévalue de 2%. Il passera ici. Je le surévalue de 5%. Il passera ici. Quand il est surévalué de 10%, il change à peine les milliards. 7, ça reste le... C'est les milliards. Maintenant, quand je le surévalue de 10%, les milliards, je dis bien, au lieu de 7 milliards, nous avons 8 milliards. OK? Pour ça, ça vous montre le niveau d'enfoncement dans lequel est le dinar algérien. Quand je le surévalue de 50%, il passera de 0,8 à 0,11. À 11. Là. 0,008 à 0,111. Bon, voilà, c'est comme ça. Quand je le surévalue de 99,99%, dernier, il passe de 0,011 à 50%, il passe à 0,01497,0. D'accord? Ça, je vous le mettrai, ce sont des calculs simples, hein? Mais puisque moi aussi j'ai des difficultés avec ces chiffres, du moins, j'ai l'habitude de manipuler le dinar vis-à-vis du dinar, et pas le dinar vis-à-vis. Donc, quand actuellement, au taux de base, le dollar est à 134,49 dinars. Enfin, quand je le mets à 10% en plus, il passera à 122 dinars. 134 à 122 dinars, c'est-à-dire le dollar baissera de 12 dinars. C'est tout, hein, 12 dinars. Quand je le surévalue de 50%, le dollar passera de 134 à 89,66.
quand je le surévalue de 99,99, il passera à 60 dinars, 67,43 dinars. C'est-à-dire, vous allez voir le niveau d'affaissement du dinar algérien. Bon, ça, ce sont des considérations théoriques. Maintenant, j'ai fait des simulations de surévaluation minables, de 5%, de 20%. Ceux qui suivent mes interventions, j'ai dit que si je suis élu président de la République, je vais le remettre à son niveau de 89 dès le premier coup. Ça, c'est le premier jour. Je m'en fous de ce qui advient. Il y a des risques énormes, mais je les prends. J'allais dire que je m'en fous. Non, je ne m'en foutrais pas de ce qui advenir, de ce qui adviendrait. Ce sont mes sœurs et frères d'Algérie. C'est ma patrie. Mais il y a des risques que je dois prendre. Le plus petit risque, le plus petit risque, il est sur ma personne. Ils vont m'assassiner. Une balle, allez, hop, on dégage d'ici. Le plus grand risque, c'est l'intervention militaire française. Une intervention militaire française en Algérie et une guerre civile. Je le prendrai ce risque. Maintenant, les prix sur les marchés mondiaux sont en dehors du contrôle de l'Algérie. L'Algérie est ce qu'on appelle un price taker. La décision de surévaluation du dinar est souveraine. La monnaie est un instrument de souveraineté. Donc, je décide de l'augmenter, d'augmenter sa valeur ou de baisser sa valeur. Jusqu'à maintenant, ils n'ont fait que baisser sa valeur. C'est dramatique. Maintenant, est-ce que le FMI et la Banque mondiale vont accepter ça? Puisque ce sont eux, c'est le FMI et la Banque mondiale qui ont imposé la dévaluation du dinar. Vont-ils accepter ce déjugé en acceptant la surévaluation du dinar? Non. Normalement, non. Si je suis président, comment vais-je faire pour les contrer maintenant? La souveraineté populaire. Monsieur, la constitution crap que vous avez rédigée là depuis 2019 là. Non, monsieur. On l'a remis sur le palais. On l'a remis sur le tapis là. La monnaie, l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger, l'éducation nationale, les services militaires, ils vont avec, hein, etc., etc. La gratuité de la santé publique, ok, vont relever de la souveraineté populaire. C'est-à-dire, si je veux dévaluer, surévaluer le dinar, je dois avoir l'approbation populaire. C'est-à-dire, ce sera un vote. Vous êtes pour, contre, tel bas, voilà. Donc, voici ça, c'est un tableau de surévaluation et la nouvelle, la future. C'est-à-dire, même si ça s'évalue de 99,9%, j'aurai 67. C'est deux fois rien, là. Hein. Il faut penser, à ce qu'on appelle le paradoxe de Siegel. Hein. Le paradoxe de Siegel sur la dévaluation du dinar. Hein. C'est celui-là. Quand on passe du certain à l'incertain, etc. Hein. Ouais. Il a pris un sacré coup, là, le dinar. Hein. Mais ils l'ont massacré. Bon. Ici, je suppose, hein, c'est une situation réelle, hein, elle est réelle, mais je suppose, comme ça, que l'Algérie exporte uniquement du pétrole et du gaz, en plus, et elle importe l'intégralité de son blé. Hein.
c'est une hypothèse assez forte. Elle n'exporte que du pétrole, elle exporte son pétrole et elle importe tout son blé. Hein. C'est fort parce qu'on exporte d'autres minerais, etc. L'exportation de barils par année, donc ça vous avez le truc. Pour ça, c'est des chiffres moyens. L'Algérie a exporté 283 970 000 barils. Hein. Ça, c'était pour 2022 ou 2023. OK? Les chiffres de 2024 ne sont pas encore prêts. C'était en 2022 ou 2023, donc elle a exporté 283 970 000 barils. Ça, vous pouvez revenir ici. Vous allez revenir ici. Vous allez trouver des petites choses là, hein, des petites choses assez sympathiques là. Ici, vous allez revenir ici, vous allez trouver ces chiffres. Donc, l'Algérie a exporté 283 970 000 barils. Je ne suis pas à l'aise. 970 000 barils pour 2022 ou 2023, peu importe. Le prix moyen pour l'année considérée 2022 ou 2023, c'est des chiffres récupérés sur le ils sont officiels. Hein. Le prix moyen, c'est 61,1 baril, 69,1 $ par baril. L'Algérie a importé 1 500 000 tonnes de blé. Hein. C'est des tonnes, hein. C'est-à-dire elle a importé 1 500 000 kilogrammes. 1 500 000 kilogrammes de blé qui sera transformé en farine, etc., etc. Le prix de la tonne de blé, c'est 325 $. 325 $. Donc, toute l'histoire que je vous ai racontée sur le prix de l'huile et du pétrole, elle est là. Pour le taux de change du dollar, il était à 134,49 dinars par dollar américain. Hein. Taux de change au certain dollar. C'est-à-dire, on prend 1 $, on dit combien de dinars, c'est 134. On fait cette belle multiplication. Ça, multiplié par ça, multiplié par ça. On trouve ça. Ça, ce sont des dinars. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des dinars. On prend ça, multiplié par ça, multiplié par ça, on trouve ça. Tout ça, ce sont des dinars. Donc, on trouve ici, dans le cadre du pétrole, à ce taux de change. 0,00743,5. On trouve les milliers, millions, 2600, voilà. 2 639 6 758 230 dinars. Donc on trouve, par exemple ici on trouve 2 587 261 527 676,47 dinars. Dinars. Voilà. Donc, prendre ça, multiplié par ça, multiplié par ça, on trouve ça. Ça, multiplié par ça, multiplié par ça, on trouve ça. OK? Ça, le taux de change, il est là. C'est celui-là. Hein? Maintenant, je lui fais appliquer la surévaluation. Et si je suis surévalué, donc, il deviendra ça. Vous voyez? C'est 6. Ça. Donc, je multiplie par ça, par ça, par ça, et multiplie par 1 sur B13. Un B13, c'est ça, hein? C'est le taux de change. Il faut faire attention à la manipulation des taux de change au certain et à l'incertain. On trouve. Donc, quand on fait ces calculs, jusqu'ici, ici, j'ai dit que je suis dans un raisonnement très simple. Je
simplement dans un raisonnement ricardien de David Ricardo. J'exporte le pétrole, j'importe le blé. Dans ces conditions de taux de change, la balance courante de l'Algérie doit être tout le temps positive. Ça. 2573 milliards, 442 millions, 883 230. Hein, doit être toujours positive. Sauf que, ici, à chaque fois que je surévalue, le nombre de dinars diminue. Bon, tant que ces deux, vous vous en foutez, donc il faut voir le chiffre après. Le premier, 6, 5, 5, 5, 3, 1, 0. Hop, là, ça passe à 1. Donc ici, on s'en fout du 1, on passe. 8, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3. Donc, le nombre de dinars diminue. OK? Le nombre de dinars diminue. La balance en dinars va diminuer. Elle passe de 2 à 1,2 trillion de dinars. Tous les chiffres en dinars vont diminuer parce que le prix du dollar a baissé. J'ai appliqué une surévaluation du dinar. En appliquant une surévaluation du dinar, donc j'ai fait baisser la valeur du dollar. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va ramener ça. Ça veut dire que, imaginez une personne, un géant, qui peut mettre tout le pétrole qu'il veut, qu'il exporte dans un sachet, qui va ramener dans ce sachet le blé dont a besoin l'Algérie. Un sac et un sac. Un sac comme ça, hein? Un sac. Il prend du pétrole dans un sac, il ramène du pétrole dans un autre sac. Dans un autre sac. Ça veut dire qu'ici, il prendra moins de pétrole. Prendra moins de pétrole. Et il achètera plus de blé. Parce que n'oubliez pas, hein, c'est un mot ici. On vend moins de pétrole pour avoir plus de blé. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Ah bah non. Maintenant, je vais aller vers le diable, et je vais le découper en morceaux. C'est la dernière tranche. Ça, c'est ce qu'on appelle un spread. Depuis tout à fait au début, je vous ai dit que si 1 million de dollars valait 1 200 000 euros, ou l'inverse, si 1 million de dollars valait 800 000 euros sur les marchés monétaires. Hein. Vous voulez acheter 1 million de dollars que vous voulez donner à l'Union africaine, là. Si 1 dollar égale 0,8 euros, c'est-à-dire l'euro est plus cher, il achète 800 000 euros. Si 1 dollar égale 1,20 euro, ça veut dire que l'euro est moins cher que le dollar, il achète 1 200 000 euros. C'est ça. Donc l'écart entre ces taux de change, c'est ça maintenant. Ici, ces chiffres, ce sont ceux-là. Hein. Ce sont ces chiffres que j'ai repris ici. Voici le taux de change. La balance, c'est la même. Ici, c'est ce qu'on appelle le spread. Voilà. C'est-à-dire, c'est la fluctuation des monnaies. C'est la fluctuation, c'est la marge, du moins, c'est pas la marge, c'est l'écart entre la valeur d'une monnaie par rapport à une autre, à un instant T,
et la valeur de cette même monnaie par rapport à la même monnaie à l'instant 2. C'est un écart. Ici, j'ai généré aléatoirement. J'ai généré aléatoirement des spreads que j'ai appliqué uniquement au blé. Hein. C'est-à-dire, si je fais un spread avec un spread sur le dollar de moins 0,01 sur ce montant, il baissera 65 563 passeront à 65 236. Le prix dans ce cas-là, il a baissé avec un spread négatif. Mais avec un spread positif, il monte. Ici, il est à 59 603 et là, il monte avec un spread positif, il monte à 63 298. Maintenant, bien sûr, le spread, ce spread, il intervient sur un seul taux de change. Parce que quand on décide, nous avons décidé de surévaluer le dinar et la surcotation. Ensuite, à partir du jour où cette surévaluation est décidée, tant pis. Les spreads, on va les supporter sur les marchés monétaires internationaux. Maintenant, voici les cas. Maintenant, pour ceux qui exploiteront ça, il suffit de, par exemple, je fais ici n'importe quoi. Hein. Je supprime, je fais ça, regardez, ça change. C'est passé à 0,04. Hein. C'est des chiffres aléatoires. Voilà, je fais ça. 0,05. À 0,08, etc. Hein. Donc, ne soyez pas surpris par là. C'est des nombres aléatoires que j'ai générés. Hein. C'est des spreads, j'ignore, je ne sais pas parce qu'ils changent à la seconde. Hein. Ils changent toutes les secondes, les spreads sur les marchés monétaires. Donc, voilà pour ce que je voulais faire sur aujourd'hui. Donc, chers compatriotes d'Algérie, la résistance dans la paix, vous allez gagner. La paix, c'est comme l'huile d'olive. La paix. La manifestation, etc., c'est comme le pétrole. The Dutch disease, to be cursed by the oil. Donc, autant being blessed by the olive oil, better than being cursed by the oil and the gas. Oil and petroleum. Hein? Autant être béni par l'huile d'olive que d'être maudit par le pétrole. Là, hein? Donc, la paix, c'est l'huile d'olive. Le massacre, c'est le pétrole. Maintenant, pour avoir la paix et éviter le massacre, il faut du patriotisme. Et le patriotisme passe par la mesérité. Merci à vous tous. J'espère pouvoir souffler un petit peu et m'adresser à un monsieur qui aime insulter la guerre de libération. Merci à vous tous, chers compatriotes.